Bonsoir et bienvenue sur Monaco Info. Découvrons tout de suite ensemble le sommaire de cette édition. La réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement avec un nouveau visage. Isabelle Béraud-Amadei, nouveau ministre des Relations extérieures et de la coopération, en remplacement de Laurent Anselmi, est entrée en fonction. Nous l'entendrons dans ce journal. Pour toutes les entreprises de Monaco, ce début d'année a été compliqué en termes d'organisation, notamment la 5e vague de la crise de la Covid ayant touché de très nombreuses personnes. Nous serons avec la directrice des ressources humaines de la Société des Bains de Mer. Sophie Vincent nous expliquera comment l'un des plus gros employeurs de la principauté s'est adapté à la situation et fait face. Le service d'imagerie du centre hospitalier Princesse Grace s'est doté d'un nouvel outil performant en matière de traitement des fibromes utérins. Nous découvrirons cette technologie dans ce journal. Le premier opéra de l'année sera donné à partir de vendredi. Salle Garnier, le Turc en Italie de Rossini est une œuvre méconnue, mais sur scène, ce sera le grand retour de Cecilia Bartoli, dirigée par Jean-Louis Grinda qui signe la mise en scène. Il nous racontera comment il a conçu cet opéra. Enfin, la belle et large victoire de la Roca Team en Euroleague. Les basketteurs monégasques se sont imposés 100-75 face à l'éternel rival l'Asvel. Lundi se réunissait pour la première fois le nouveau cabinet Princi avec à sa tête Laurent Anselmi. Ce dernier a quitté les fonctions de ministre des Relations extérieures et de la coopération pour rejoindre le palais. Et c'est Isabelle Béraud-Amadei qui va le remplacer. Elle a pris part ce matin à son premier conseil de gouvernement. Nous l'écoutons. Écoutez, d'abord beaucoup de joie évidemment de me retrouver ici à Monaco et puis évidemment un grand honneur d'avoir été nommé conseiller de gouvernement, ministre pour les relations extérieures et la coopération. C'est un poste qui m'honore effectivement et je suis vraiment très très heureuse d'être ici. Quels seront vos axes de travail, vos priorités ? Alors écoutez, j'arrive, j'ai pris mes fonctions lundi, donc là je prends un petit peu mes marques, je regarde les dossiers. Je rencontre toute l'équipe dynamique du département que je connais déjà, je dois dire, puisque dans mes anciennes fonctions d'ambassadeur, j'ai eu cette chance et ce privilège de travailler avec ces hommes et ces femmes qui, je dois le dire, sont très engagés dans l'action du département à l'étranger, en faveur des valeurs et des objectifs qui sont portés par Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain. Et cette action internationale, elle se fait à la fois par des partenariats que nous concluons via la direction de la coopération, par des actions de terrain, par des actions au sein des enceintes internationales, et puis également, et je ne voudrais pas les oublier, par tous les ambassadeurs à l'étranger et le corps diplomatique, ainsi que le corps consulaire qui, chaque jour, tissent des liens très importants, des réseaux dans leur pays d'accréditation. Des propos recueillis par Fabien Bonilla. Depuis le début de l'année, les chiffres de contamination à la Covid n'ont jamais été aussi hauts. Cela n'est pas sans conséquences dans le monde du travail. Les entreprises doivent faire face à un important absentéisme lié au virus. Le télétravail permet de couper les chaînes de contamination, mais il n'est pas toujours possible à mettre en place. C'est le cas chez l'un des principaux employeurs de Monaco, la Société des Bains de Mer. Comment le groupe fait-il face à cette situation inédite? Réponse tout de suite avec la directrice des ressources humaines de la SBM. Bonsoir Sophie Vincent. Bonsoir Patricia. Avant d'évoquer la situation actuelle à la Société des Bains de Mer, est-ce que le bilan des fêtes de fin d'année a été positif malgré la situation internationale ? Alors effectivement, compte tenu du contexte sanitaire local et international, les fêtes se sont bien déroulées, les clients ont été accueillis dans les meilleures conditions possibles au vu de ce contexte. Début décembre, nous étions sur une très belle dynamique de réservation dans nos établissements. Et puis, donc, la 5e vague est arrivée. Certains marchés se sont refermés. Je pense au marché britannique, par exemple. Mais les fêtes se sont quand même bien déroulées, moins festives que d'habitude, compte tenu des contraintes sanitaires. Mais une fois de plus, nos équipes ont fait face et se sont mobilisées pour accueillir les clients dans les meilleures conditions possibles. Et à la rentrée, dès le 3 janvier, le gouvernement a mis en place une distribution massive d'autotests pour les entreprises dont vous avez bénéficié. Tout à fait. Comment cela s'est passé dans la mise en œuvre ?
Alors écoutez, ça s'est très bien déroulé. La Société des Bains de Mer s'est positionnée dès l'ouverture du téléservice sur donc une dotation de 3600 tests, autotests, qui correspondent aujourd'hui donc à notre effectif à cette période de l'année. Les magasins généraux de notre établissement donc, ont pu, dans la foulée, distribuer l'ensemble de ces autotests sur les différents sites d'exploitation. Et les salariés donc, ont pu être dotés dans la semaine qui a suivi la mise en place de cette mesure. Et alors comment les salariés ont-ils accueilli cette mesure ? Beaucoup de salariés ont souhaité bénéficier de suite de ces autotests et dans certains services, ça a permis effectivement de détecter des cas positifs asymptomatiques et donc de pouvoir les isoler dans la foulée et très rapidement. Mais vous avez eu beaucoup de cas de Covid depuis le retour des vacances? Et si oui, comment vous êtes-vous organisé? Alors, la Société des Bains de Mer n'est pas épargnée, hein, bien évidemment. Aujourd'hui, cette vague se poursuit en principauté et forcément, dans nos établissements, on est sur un rythme aussi de contamination et de cas positifs à la hausse. Décembre était déjà très compliqué. Janvier, avec effectivement le retour des fêtes, etc., continue de l'être. On a aujourd'hui un nombre assez important de cas positifs qui génèrent eux-mêmes des cas contacts. Donc effectivement, comme vous le dites, au niveau organisation, toutes nos équipes, que ce soit les supports administratifs ou les opérationnels, sont un petit peu chamboulées, doivent s'organiser, se réorganiser pour que les activités continuent. Oui, et puis le télétravail a été rendu obligatoire, mais vous, comment l'avez-vous intégré? Car la plupart des métiers du groupe sont tout de même des professions qui exigent du présentiel. Oui, tout à fait. Nous, sur les 3600 collaborateurs à ce jour, on identifie environ 350 postes télétravaillables qui sont effectivement principalement des fonctions support, finance, comptabilité, marketing, ressources humaines, call center, etc. et qui sont principalement aussi situés ici au siège de la société à Fontvieille. Donc sur ces postes-là télétravaillables, on avait anticipé la mesure du gouvernement et remis le télétravail obligatoire dès le 15 décembre de notre côté, au lieu du 31 décembre. Et ça a permis donc aux équipes de suite de s'organiser en conséquence. Sur ces 350 postes télétravaillables, aujourd'hui, on a 80% de l'effectif qui travaille depuis la maison. Les 20% restants sont sur des fonctions où il n'est pas possible de télétravailler depuis la maison 5 jours sur 5. Donc on alterne et les équipes mettent en place des plannings de roulement pour ne pas être présentes toutes ensemble le même jour au travail, mais pouvoir quand même poursuivre leur activité dans les meilleures conditions. Et puis il y a également, en conclusion peut-être, la problématique du pass sanitaire. Est-ce que sa mise en place au sein du groupe a été compliquée? Comment ont réagi les employés? Alors oui, bien sûr, c'était une mesure très forte du gouvernement princier qui a engendré beaucoup de débats, comme partout. Hein, c'est au travail comme à la maison. Aujourd'hui, malheureusement, on a tous ce type de débat. Mais pour autant, les salariés ont très vite intégré aussi le fait que c'était une décision du gouvernement princier et que l'on devait l'appliquer. Donc on a fait beaucoup de pédagogie au niveau des ressources humaines. On est allé beaucoup sur le terrain expliquer la mise en place du pass sanitaire. On a formé les équipes de contrôle. On a discuté avec les salariés. On leur a expliqué le bien fondé de cette décision. Et on a réussi à faire en sorte que tout le monde comprenne la mesure et y adhère. Et donc aujourd'hui, à un peu plus d'un mois de mise en place du pass, on n'a aucune difficulté avec nos équipes sur ce sujet. Merci Sophie Vincent, directrice des ressources humaines de la Société des Bains de Mer, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. La Covid qui a des conséquences au sein des entreprises, mais aussi dans l'organisation des grands événements qui ponctuent le calendrier monégasque. C'est le cas pour les festivités de Sainte-Dévote. Bonsoir Christine Datomel. Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. Cette année, concernant les festivités de la Sainte-Dévote, seules les personnes dûment autorisées pourront prendre part à l'accueil des reliques, à la procession et au salut du très saint sacrement en l'église Sainte-Dévote, le public ne pouvant pas accéder à la place. Et si l'embrasement de la barque se déroulera sur le quai Albert Ier, côté nord, les feux d'artifice cette année ont été annulés. Sachez aussi que le public ne pourra
pourra pas, selon la tradition, récupérer les clous de la barque. Cependant, pour favoriser la participation des fidèles, une zone publique assise d'une capacité de 100 places sera mise en place pour permettre à ceux qui le souhaitent de suivre les cérémonies sur un écran géant. Une zone d'accueil qui sera accessible au public 1 heure avant les célébrations. À noter cependant que l'accès à la gare ferroviaire du côté du Vallon Sainte-Dévote ne sera plus possible dès 17h30 et que la route de la piscine sera fermée jusqu'à 19h. Par ailleurs, pour permettre le bon déroulement de la manifestation, des coupures ponctuelles de circulation seront opérées sur le boulevard Albert Ier et l'avenue d'Ostende. Le gouvernement princier s'excuse pour la gêne occasionnée. L'épilogue d'une belle mobilisation. Plusieurs associations de Monaco se sont mobilisées pour sauver une petite fille. Oui, il s'agit de Selma, jeune Algérienne de 12 ans qui présentait une cardiopathie très complexe, mettant ses jours en danger, opérée à 2 reprises à l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris. Une 3e intervention devait être réalisée au centre cardio-thoracique de Monaco, mais en raison de la pandémie, son hospitalisation avait été impossible. Une course contre la montre s'était alors engagée pour sauver l'enfant. Les associations Children and Future, la Croix-Rouge de Monaco et la chaîne de l'Espoir ont donc œuvré ensemble pour trouver les fonds nécessaires pour effectuer cette opération à Necker. En 48 heures, les 3 associations ont alors récolté 20 000 € et Selma a pu être enfin opérée avec succès le 11 janvier dernier. La petite fille vient de quitter l'hôpital et pourra retourner chez elle et retrouver sa famille d'ici une dizaine de jours. L'heure des bilans pour la vente aux enchères de bijoux antiques en or organisée par l'Hôtel des Ventes de Monte-Carlo mardi. Effectivement, Patricia, beaucoup de monde pour cette vente aux enchères qui présentait des objets issus de l'Antiquité et à la valeur inestimable. Un public international composé essentiellement d'amateurs. La vente de certaines pièces affichait des prix qui ont parfois décuplé les estimations, comme un seau à cylindre en hématite recouvert d'or estimé entre 1 000 et 2 000 € et qui s'est vendu 3 fois sa mise à prix. Ou encore une amphore cosmétique phénicienne en or estimée entre 5 et 8 000 € et qui a été très disputée, montant sa valeur jusqu'à 14 000 €. Lors de cette vente, les acheteurs ont pu également acquérir des colliers, des bijoux anciens provenant d'une collection complète conservée au Portugal. L'Association des Amis du Centre Scientifique organise sa première conférence grand public de l'année la semaine prochaine, Christina, en collaboration avec l'Association de médecine anti-âge. Oui, Patricia, une conférence qui sera présentée par Yvon Lemao, directeur de recherche émérite au CNRS, chargé de mission au CSM et membre de l'Académie des sciences. Une conférence qui aura pour thème le jeûne prolongé, un sujet d'actualité opportun après les excès des fêtes de fin d'année. Une thématique qui sera abordée du point de vue de la physiologie comparée. Cette conférence aura lieu le mardi 25 janvier à 19 h à l'amphithéâtre du lycée technique et hôtelier. Pour y assister, c'est très simple, il suffit de s'inscrire sur le site www.événement2022.eventbrite.fr. Les places étant limitées, il est également à noter que le pass sanitaire sera exigé. Et dans le domaine de la santé, la Covid monopolise l'attention, mais il ne faut pourtant pas oublier les autres maladies, les autres pathologies. Le service d'imagerie du centre hospitalier Princesse Grace vient de se doter d'un système de traitement des fibromes utérins peu invasifs sous IRM. Un outil qui a été présenté mardi au Prince Albert II. Les explications de Fabien Bonilla sur des images d'Alexandra Marangoni. C'est une nouvelle machine, son coût 1 070 000 €. Le CHPG a fait l'acquisition du module de traitement IFU-Sonalive grâce à 2 donateurs. Ce IFU-Sonalive traite les fibromes utérins, ce sont des tumeurs toujours bénignes, mais elles peuvent provoquer divers types de symptômes plus ou moins gênants, comme des règles abondantes, des troubles de la fertilité ou des douleurs pelviennes. Le développement de fibromes est un phénomène fréquent, cela concerne 35% des femmes de plus de 35 ans et près de la moitié à partir de 50 ans. Ces fibromes provoquent des symptômes dans à peu près un tiers des cas. Eh bien, ce nouvel appareil est un système d'ablation par ultrasons. En fait, ça va permettre de pouvoir traiter certains types de fibromes utérins
sans chirurgie, sans, on va dire, ouvrir la peau, à travers la peau, sans anesthésie, et donc de permettre d'éviter certaines mutilations inutiles, ce qui est quand même un net progrès dans la chirurgie de ce genre dans le traitement de ce genre de pathologie. La procédure est réalisée en ambulatoire, la patiente arrive le matin, le traitement sous IRM dure en moyenne 90 minutes, la patiente peut retourner à son domicile dans l'après-midi. Plus largement, l'acquisition de ce matériel de pointe s'inscrit dans l'ambition du CHPG de proposer une filière de prise en charge globale des troubles pelviens. Cette filière s'appelle le Pelvic Center. Le pelvis, c'est quoi? C'est le bas-ventre. Donc ce sont des troubles qui sont divers et variés, j'ai envie de dire. L'endométriose, l'incontinence, le fibrome, qui sont aujourd'hui souvent tus, où les femmes sont souvent dans un parcours où elles ne trouvent pas le bon interlocuteur, et donc elles ne sont pas prises en charge. Donc on réunit l'hépatogastro-entérologie, l'urologie, la médecine physique et réadaptation, la médecine sexuelle et la gynécologie, ainsi que la biologie, bien sûr, et l'imagerie. Donc la patiente qui va prendre rendez-vous chez son gynécologue, si le gynécologue estime qu'elle le relève de ce centre-là et qu'il faut investiguer plus loin, va lui créer son parcours de soins en fonction de ses troubles. La patiente va venir, généralement sur la journée elle arrive à tout faire, donc on l'emmène dans les différents secteurs, on l'accompagne. Et puis il y a une réunion pluridisciplinaire qui s'organise, une réunion de concertation, c'est comme pour le cancer en fait. Donc tous les spécialistes se mettent autour de la table, ils regardent l'intégralité du dossier et vont faire le diagnostic et proposer le traitement. Après le Prostate Center il y a 1 an et demi et désormais le Pelvic Center, d'autres centres devraient voir le jour au CHPG comme une filière dédiée au cancer du sein ou encore consacrée à l'hypertension. Le premier opéra de l'année 2022 sera joué à partir de vendredi. Au programme du Rossini avec le Turc en Italie et sur scène Cecilia Bartoli, le tout concocté par le directeur de l'Opéra de Monte-Carlo. Bonsoir Jean-Louis Grinda. Bonsoir. Vous débutez l'année 2022 avec un opéra de Rossini, alors peut-être pas le plus connu, mais c'est un peu devenu votre gourmandise de mettre en lumière des œuvres méconnues. Oui, quand elles sont de qualité, bien évidemment. Et ce Turc en Italie, c'est une œuvre d'une très très grande qualité, musicale et puis dramaturgique aussi, parce que le livret est d'une modernité fantastique. Et j'invite tous les spectateurs qui le pourraient encore à venir nous rejoindre. La distribution est éblouissante, mais vraiment l'histoire est formidable, puisque c'est un dramaturge qui cherche un sujet. Mais pour resituer cette œuvre, on pourrait la qualifier plutôt d'opéra comique, hein? Ah tout à fait, oui, c'est ce qu'on appelle un opéra bouffe. Parce que, non pas parce qu'on y mange, bien sûr, mais parce que, voilà, au sens bouffe, on s'amuse. Mais en même temps, il y a un petit arrière-plan derrière de nostalgie, très humain, qui me plaît énormément. Comment avez-vous préparé cette création? C'est un travail de longue haleine? Ah, de très longue haleine. C'est un ouvrage, vous savez, la fantaisie ou le comique, c'est la chose la plus difficile à réaliser. Parce qu'il faut être précis, il faut avoir un sens du timing, et il fallait surtout, pour une œuvre aussi rare que le Turc en Italie et complexe, trouver une idée dramaturgique qui convienne à l'Opéra de Monte-Carlo, aux artistes, et bien sûr à l'idée que moi-même je m'en faisais. Donc ça a été à peu près 1 an et demi de travail, pas tous les jours bien sûr, mais pour s'imprégner de l'œuvre, pour définir avec Rudy Sabunghi les décors, avec Jorgeira les costumes, avec Laurent Castal la lumière, et puis rajouter après des petites pièces filmées. Un gros travail, mais je crois que l'aboutissement de ce travail qui aura lieu donc ce soir, dans quelques minutes, avec la Générale, donnera, je l'espère, satisfaction à ceux qui pourront y assister. C'est vrai qu'il y a toujours chez vous cette envie de monter des opéras très chatoyants, qui en jettent un peu plein les yeux, hein. J'essaye toujours d'être élégant dans le propos. Quitte à être brutal quand il le faut, mais là ce n'est pas l'objet. J'essaye d'être surtout intéressant. Voilà. Alors quand l'élégance peut se mêler à l'intérêt, voilà, je pense que tout le monde y gagne, parce que la musique de Rossini, justement celle-ci, est superbement élégante et pleine d'esprit. C'est difficile de se hisser à une telle hauteur. Jean-Louis Grinda, là dans l'immédiat, il y a ces dates à Monaco, mais l'objectif aussi, c'est de l'exporter ensuite, ce Turc en Italie. Oui. Tout à fait, c'est-à-dire que là, c'est tout l'Opéra de Monte-Carlo en fait qui sera invité fin juin, début juillet prochain à l'Opéra de Vienne. C'est une très très grande première dans l'histoire de l'Opéra de Monte-Carlo. Et je crois d'ailleurs que c'est une grande première dans l'histoire de l'Opéra de Vienne que d'inviter une maison d'opéra étrangère pour occuper le terrain pendant 15 jours avec un festival Rossini, au cours duquel ce festival nous jouerons 3 représentations de Turc en Italie, la Cenerentola et un grand gala final.
Le binôme Jean-Louis Grinda, Cécilia Bartoli fonctionne décidément très bien. Avant la transmission de témoins en fin d'année, vous êtes là sur la même affiche, tous les deux, pour cet opéra. Oui, pour la première fois. Je suis très content, très heureux de partager ce moment privilégié avec celle qui est sans doute une des plus grandes artistes du monde, sans aucun doute, peut-être la plus grande, par son intégrité, par son engagement, par sa force de travail, par son imagination, sa fantaisie. Et je crois que demain, elle sera une très grande directrice d'opéra. C'est en début d'année encore et toujours sur fond de Covid. Est-ce que cela a compliqué la logistique pour la mise en place de cet opéra? Est-ce que vous avez dû adapter le casting ou est-ce que les troupes sont, elles, au complet? Alors ça a été très compliqué parce qu'on a eu pas mal de cas de Covid dans le chœur, mais qui sont petit à petit revenus, mais ça a compliqué les répétitions. Et puis, on a eu hélas, la semaine dernière, un des artistes du spectacle qui lui-même a été testé positif, qu'il a fallu remplacer au dernier moment. Voilà, on est à l'abri de rien, On tend le dos, on surveille, on teste, tout le monde est très prudent. Les artistes sont très professionnels, très prudents, mais bon, les temps sont ce qu'ils sont et on ne sait jamais si on pourra jouer le prochain spectacle. Voilà, c'est comme ça. Vous savez, l'année dernière, l'Opéra de Monte-Carlo a été le seul théâtre au monde à jouer dans des conditions optimum, c'est-à-dire sans masque, sans distanciation pendant toute l'année, alors qu'on n'avait pas de vaccin encore, et on a donné du travail à tout le monde. Aujourd'hui, voilà, on a un variant qui n'est pas plus dangereux, loin s'en faut, mais et puis on a ce vaccin, et surtout on a ce variant qui est très contagieux et qui peut nous poser des problèmes. On est prêt, mais rien ne dit qu'on pourra faire toutes les représentations. Ça serait une grande déception, mais bon, aujourd'hui, ce soir, on est prêt et j'espère qu'on pourra jouer tous nos spectacles. Oui, et du côté des spectateurs, alors justement, comment cela va se passer ? Accueil normal, passe sanitaire pour tous les spectateurs, port du masque obligatoire, sans distanciation dans la salle. Je crois que c'est la bonne formule et les spectateurs d'ailleurs répondent en très grand nombre. On joue quasiment, je crois, à guichet fermé ces spectacles. Le Turc en Italie de Rossini, c'est donc vendredi à 20h, dimanche 15h et mardi 25, jeudi 27 à 20h. Merci Jean-Louis Grinda d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Le chapitre sportif de cette édition, la Rocca Team jouait mardi soir un match en retard de la 19e journée d'Euroleague. Contre l'Asvel, les Monégasques ont confirmé le très beau visage affiché face au Bayern de Munich la semaine dernière. Le résumé de la rencontre avec Yannick Debevert. Une nouvelle victoire tout en maîtrise pour la Rocca Team et cette fois-ci sur le parquet de l'Asvel. Après le Bayern, Monaco bat un concurrent direct au play-off d'Euroleague. Le match débute tambour battant, deux armadas offensives se rendent coup pour coup et c'est Monaco qui sortira vainqueur du festival offensif. Mike James ouvre le bal et Donatas Motiejunas, qui joue un rôle clé dans les systèmes offensifs d'Obradovic, parvient à marquer 9 de ses 22 points dans ce premier quart-temps. L'ancien de la maison rouge et blanche, Marcos Knight, est en jambes et permet à l'Asvel de n'être qu'à 3 points de Monaco à la fin des 10 premières minutes. Dans le deuxième quart-temps, Monaco ne faiblit pas et fait monter l'écart jusqu'à 13 points. Dwayne Bacon, 21 points, est en réussite. L'ailier américain, souvent en soliste, sort toute sa panoplie et prouve une fois de plus ses talents offensifs. La Rocca Team s'éloigne de plus en plus de Villeurbanne qui n'arrive pas à suivre le rythme. Contré par Motiejunas. La deuxième mi-temps se jouera dans les 3 premières minutes. La Rocca Team inflige un 8-0 pour dominer de 18 points son adversaire. Donatas Motiejunas joue le rôle du bourreau. Parfaitement servi par ses coéquipiers, le Lituanien domine dans la raquette. Alpha Diallo est également énorme par l'énergie qu'il apporte des deux côtés du terrain. L'arrière américain joue son meilleur match de la saison avec 17 points, 10 rebonds et 6 passes décisives pour 29 d'évaluation. Et Alpha Diallo qui dunk. Avec une défense resserrée et 18 points d'écart à l'entame du quatrième quart, le match est joué. Monaco est simplement une classe au-dessus sur cette rencontre. Il reste alors une chose à aller chercher, les 3000 points en carrière de Mike James en Euroleague. Avec cet objectif offensif, l'écart augmente dans la dernière reprise. L'Asvel ne peut rien faire. Mike James et Dwayne Bacon sont déchaînés. Je vous laisse apprécier la classe de James pour atteindre cette barre hautement symbolique. On a l'impression, c'est terrible pour l'Asvel, Ali. Après ce shoot, il manque encore 3 points.
Chris Jones s'envole, Mike James décolle. À l'image de ses derniers matchs avec Monaco, le panier est aussi compliqué que magnifique. Et c'est sur son move favori que l'arrière devient le premier Américain à 3000 points en Euroleague et le 6e de l'histoire à franchir ce cap 3000. Après cela, Monaco ne lâchera rien jusqu'au bout. La Roca Team assomme l'Asvel 175, 25 points d'écart et un 3e succès consécutif en Coupe d'Europe. Et c'est terminé sur ce score de 100-75, Ali. Of course, this is just one game that we won. It's an important game for us. But just one game, we have to win way more if we want to be in the top 8. And that's where we're working. That's why we're working. Every day we're putting in work, and there's a lot of work that has to be done. But it looks, if we continue improving like this and playing better and better like that, it looks promising. We have to continue. We should not. Celebrate too much. We should not be arrogant, after this win, we should behave a little bit like underdogs and go to the next game. Grâce à cette prestation collective impressionnante avec 4 joueurs à plus de 20 d'évaluation, la Roca Team se replace provisoirement à la 9e position. Et les Monégasques ont d'ailleurs déjà atterri à Saint-Pétersbourg où un défi de taille les attend ce jeudi soir. Vaincre sur son parquet le Zénith, l'une des meilleures équipes d'Europe. Et ce sera bien évidemment à suivre en direct sur Monaco Info à 18 h. Après le basket, du football et les 8e de finale de la Coupe de France féminine, Chrisinda. Après leur victoire 3-1 face à Colomiers, les féminines de l'AS Monaco affronteront Reims, club de D1 en 8e de finale de la Coupe de France. La rencontre aura lieu le samedi 29 janvier à 19h30 au stade Prince Héréditaire Jacques à Beausoleil. À noter que c'est la première fois que le club atteint ce stade de la compétition. Les joueuses espèrent bien briller lors de ce match qui s'annonce difficile face à un club de première division. Nous suivrons bien sûr de très près cette rencontre sur Monaco Info. Autre rendez-vous foot, la Fighteds Cup. Et oui Patricia, ce match de charité qui voit s'affronter différentes personnalités du monde du football face à l'équipe des Barbadjans est de retour. Bien connu en principauté, cet événement du paysage sportif monégasque se tiendra le 24 janvier prochain, soit lundi soir à 18h30 au Stade Louis II. L'équipe du Prince affrontera celle de la princesse Stéphanie, le Cirque FC, une rencontre qui sera au profit de l'association de lutte contre le VIH Fighteds Monaco. De la boxe et le retour d'Hugo Mikalev sur les rings. Alors que son rendez-vous du 15 janvier dernier à Bercy a été annulé en raison des mesures sanitaires, c'est à Barcelone que le Monégasque réalisera son 2e combat pro. Il y affrontera le boxeur argentin Jorge Cevales le 29 janvier prochain. Pour rappel, Hugo Mikalev a remporté son premier combat pro en septembre dernier à Roland-Garros. Il est temps de passer aux prévisions météo pour la journée de jeudi, Chrisinda. Jeudi sera une belle journée dans l'ensemble et même si quelques passages nuageux sont prévus, la matinée et l'après-midi seront principalement ensoleillés. Le thermomètre affichera 6 degrés pour les minimales et 11 degrés pour les maximales. Le soleil se lèvera à 7h56 jeudi et se couchera à 17h25. Demain, nous fêterons les Sébastiens. Et une bonne fête aux Sébastien, on en connaît tous un. Ce journal s'achève. Dans un court instant, vous retrouverez le magazine de Vanessa Dessy, Asphalte Rétro, une nouvelle émission consacrée aux voitures d'antan qui ont marqué l'histoire de l'automobile. Coup de projecteur aujourd'hui sur la Porsche 930. Demain à 18 h, je vous le rappelle, le match d'Euroleague entre le Zénith Saint-Pétersbourg et la Roca Team. À 19 h, sur nos réseaux sociaux, le départ en direct du rallye Monte-Carlo. Par conséquent, c'est à 20 h que sera diffusé votre journal présenté par Émilie Rousseau. Très belle soirée à vous. On se quitte sur les plus beaux clichés de la victoire des Roca Boys face à l'Asvel mardi soir. À très bientôt sur Monaco Info.